Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast 100% réathlétisation. Aujourd'hui, je suis avec Michael Berthomier de prépaphysique.fr. Bonjour Michael. Bonjour, et bonjour aux internautes. Alors, je vais expliquer rapidement pourquoi on fait un podcast sur la réathlétisation. On a voulu, avec Michael, synthétiser les questions qui reviennent souvent chez les internautes. Qu'est-ce que la réathlétisation? Pourquoi? Comment? Etc. Donc, voilà le but de la manœuvre. Alors, je vais présenter rapidement Michael. Michael, il est enseignant en biotechnologie et il est préparateur physique professionnel, spécialiste en réathlétisation. Ce qui est suffisamment rare dans notre pays pour le signaler. Il a, en l'espace d'un an, de 12 mois, signé 15 contrats professionnels en réathlétisation dans 6 sports différents. Et pour la moitié des contrats signés, ceux-ci portaient sur le ligament croisé antérieur. Voilà pour la présentation du personnage. Donc, Michael, en parallèle de ça, il commence, et même il a plus que commencé, l'écriture d'un livre sur la réathlétisation du ligament croisé antérieur. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est en cours et si tout va bien, ça devrait sortir chez un éditeur incessamment sous peu cette année ou l'année prochaine. Enfin, on verra bien où ça en est, mais en tout cas, ça prend le bon chemin. Parfait. Il faudra signaler quand même qu'il n'y a en France, à ma connaissance, en langue française, aucun livre sur la réathlétisation. Tu confirmes ? Oui, tout à fait. C'est même de toute façon une des raisons pour laquelle j'ai voulu faire un ouvrage, parce que au niveau de la réathlétisation, je pense que tous les préparateurs physiques, que ce soit les étudiants ou ceux qui sont professionnels, que ce soit à haut niveau ou à faible niveau, confirmeront ça sur le fait que même dans la littérature anglaise et francophone, on trouve pratiquement rien, si c'est pas rien du tout, même sur la réathlétisation. On trouve des choses d'un point de vue chirurgical, des choses d'un point de vue rééducation, mais sur la réathlétisation, il n'y a rien. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas d'aide du tout, il n'y a pas de quoi s'inspirer. Et donc moi j'ai voulu créer quelque chose parce que justement il n'y a rien dessus et au moins il y aura au moins un outil où le préparateur physique et l'étudiant va pouvoir s'appuyer un petit peu, au moins un minimum, il va pouvoir un minimum s'en inspirer. Voilà l'objectif. Mais l'objectif c'est pas de créer un livre où c'est la méthode à employer absolument, surtout pas. C'est une méthode parmi d'autres, c'est la méthode que j'emploie et cette méthode elle fonctionne. Sinon on m'appellerait pas pour que je puisse faire de la réathlétisation, et j'ai voulu donc mettre ça sur papier pour en faire profiter le plus grand nombre. Très bien. Alors ce premier podcast, suivant le succès qu'il va avoir et les retours des collègues, on en refera peut-être ou peut-être pas. L'idée du premier, c'est de poser les bases de la réathlétisation. Et puis dans les suivants, peut-être qu'on traitera des sujets un petit peu plus spécifiques. Alors, première question qui revient souvent, la réathlétisation, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous donner une définition simple? Alors, très simplement, la réathlétisation, dans un premier temps, il faut savoir que c'est pas une guérison, c'est pas un objectif médical, même si c'est vrai qu'on en avait discuté il y a pas très longtemps tous les deux. Il n'empêche que moi je prends pas ça comme étant quelque chose de médical, donc l'aspect thérapeutique pour moi est très limité dans la réathlétisation, c'est pas du tout la même chose. Et ce que j'aime bien, et d'ailleurs je l'ai mis dans mon livre, ça, j'ai commencé un petit peu par ça, par donner une définition simple de la réathlétisation sur le fait que ça se différencie par rapport à la rééducation que fait le kinésithérapeute, et j'aime bien employer le terme de rééducation médicale pour ce que fait le kiné, et de rééducation sportive pour ce que fait le préparateur physique. Et même si la frontière elle est quand même assez mince, il n'empêche qu'il y a quand même une différence pour moi fondamentale entre les deux, c'est que la rééducation médicale elle est très peu spécifique de la discipline. Elle est spécifique de la blessure, bien sûr, mais peu spécifique de la discipline, et elle est peu terrain, voire pas du tout. Alors que la rééducation sportive, donc la réathlétisation, elle est spécifique de l'individu, heureusement d'ailleurs, parce que pour moi c'est même ce qu'il y a au niveau de la préparation physique de plus individualisé, de plus personnalisé, parce qu'on s'occupe de la personne qui a été blessée, et surtout elle est spécifique de la discipline. Ça signifie que elle est vraiment sur le terrain, et elle doit être faite sur le terrain, que ce soit en salle de musculation, dans un cabinet, ou à l'extérieur, ou en gymnase, ou je ne sais quoi d'autre, mais voilà, c'est une rééducation qui est purement sur le terrain, alors que la rééducation médicale que fait le kiné, elle est purement et simplement en cabinet médical. Voilà pour moi, la définition très simple.
Pour compléter absolument ce que tu dis, pour faire simple, la rééducation, donc c'est ce que fait le kiné, il nous rend un athlète qui est théoriquement à un niveau de sa vie de sédentaire correct, c'est-à-dire qu'il souffre pas pour faire sa vie de tous les jours. Je schématise un petit peu pour faire simple. Et puis, donc, il nous le rend fonctionnel pour aller chercher une baguette de pain. Bon, c'est heureux, mais quand on prépare des athlètes, il faut faire plus qu'aller chercher une baguette de pain. Il faut récupérer ou se rapprocher du niveau de performance physique que tu avais avant la blessure. Et voilà, c'est là que commence la réathlétisation. C'est remonter l'athlète à un niveau le plus proche possible de son niveau précédent pour rejouer, pour repartir à l'entraînement, pour refaire des compètes. Voilà. Ok, juste si je peux me permettre, donc je compléterai également, donc même si on voulait une définition simple, en fait on la complète au fur et à mesure qu'on discute. Il n'empêche que la réathlétisation, donc c'est normalement une période qui est post-rééducation, donc quoi qu'il arrive post-opération, s'il y a eu une opération chirurgicale, parce que on peut être blessé sans forcément avoir une opération, hein, quand on a une entorse du genou ou une entorse de la cheville, on n'est pas forcément opéré, voire même rarement, mais il n'empêche qu'il y a quand même une période de réathlétisation qui est importante, et elle est d'autant plus importante que le niveau de l'athlète est élevé. Et donc la réathlétisation, elle se situe généralement c'est une période en fait qui est post-rééducation mais qui est pré-compétition, qui est coincée entre les deux. Et cette période de réathlétisation, par contre, elle peut se chevaucher avec la rééducation, c'est-à-dire que si l'athlète a retrouvé une mobilité articulaire suffisante et un tonus musculaire suffisant, avec l'aval bien entendu du personnel médical, eh bien la réathlétisation peut commencer pendant que l'athlète continue ses séances de rééducation. Moi, je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien et c'est même très très bon. Mais par contre, il faut qu'il y ait suffisamment de mobilité. Par exemple, pour une rupture de ligament croisé, on peut pas faire une réathlétisation tout de suite dès que le kiné il prend en charge l'athlète. Il faut quand même attendre plusieurs semaines, c'est pas possible autrement, parce que la friction, il faut retrouver au moins 120 degrés, 110 degrés de flexion correcte du genou pour pouvoir faire un travail musculaire correct en réathlétisation. Parce que le préparateur physique ne fait pas la même chose que le kiné. C'est également une des différences fondamentale pour moi entre ce que fait le kiné et le préparateur physique. En rééducation médicale avec le kiné, l'athlète blessé fait généralement beaucoup de séries et des séries à très faible charge, et par contre avec énormément de répétitions. Ça peut aller jusqu'à 30, 40, 50 répétitions. Et par contre, le préparateur physique, lui, il peut faire parfois des mouvements identiques que ce que le kinésithérapeute exige de faire à l'athlète. Par contre, les séries vont être plus courtes et les charges vont être beaucoup plus élevées. Généralement, on dépasse rarement les 15-20 répétitions en début de phase de réathlétisation. Après, plus la phase de réathlétisation avance dans le temps et plus les charges augmentent et moins les répétitions sont élevées. Voilà. Bon, alors du coup tu m'as mangé un petit peu la question suivante, mais c'est pas grave. Les axes de travail. Oui, les axes de travail, c'est la question qui revient si souvent. Il n'y a pas d'ouvrage de référence ou peu. C'est un petit peu embryonnaire, hein, la réathlétisation, il faut dire ce qui est. De ton point de vue, quels sont les grands axes de travail que tu préconises en réalité ? Alors, déjà, il faut savoir, avant de parler des grands axes que moi, il y a 3 dominantes principales que j'utilise quand je fais de la réathlétisation. Il faut savoir qu'en fait, la réathlétisation, ça reste du domaine sportif. Je pense qu'on a assez insisté là-dessus. Mais par contre, c'est un entraînement qui est complètement différent de ce qui se fait habituellement. D'habitude, quand on entraîne un athlète pour la performance, on part du quantitatif plus ou moins léger, et on tend au fur et à mesure qu'on s'approche de la compétition vers le qualitatif plus ou moins lourd. Après, tout dépend de la phase d'affûtage où on se situe, et tout dépend de la compétition et de l'athlète. Mais grosso modo, c'est ce schéma-là. C'est du quantitatif vers le qualitatif, et les charges, c'est généralement du léger vers le lourd. Alors que au niveau de la réathlétisation, la démarche est totalement l'inverse. C'est-à-dire que on a au départ un athlète qui revient de blessure, qui, si ça se trouve, n'a pas pratiqué une activité physique depuis plusieurs mois, voire plusieurs semaines, et qui n'a seulement fait qu'une activité physique avec le kinésithérapeute. Donc, le travail va être tout d'abord très qualitatif au départ, avec des charges légères, et on va être vraiment sur la gestuelle. On va être vraiment avec un œil d'expert très très rigoureux dessus.
Et au fur et à mesure du temps, et bien là par contre, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que la quantité de travail va augmenter, le volume donc va augmenter, et l'intensité va augmenter également. Et on va bien entendu se rapprocher de plus en plus de la spécificité de la discipline au fur et à mesure qu'avance la réathlétisation. Voilà, ça c'était pour faire une différence entre ce qu'on appelle l'entraînement pour la performance et l'entraînement pour revenir sur le terrain au niveau qu'on avait au niveau pré-blessure en fait. Et les 3 axes que j'utilise principalement, je pense que ça va être une surprise pour personne qui a déjà fait de la réathlétisation, c'est l'axe d'abord proprioceptif, quelle que soit la blessure de toute façon, que ce soit pour les membres du haut du corps ou du bas du corps, l'axe renforcement musculaire qui pour moi est le plus important parce que généralement il y a des forces à combler entre des muscles qui n'ont pas travaillé pendant plusieurs semaines et parfois également entre les muscles agonistes et antagonistes. Et pour finir, il y a le dernier axe que j'appelle le reconditionnement à l'effort. Donc là, c'est généralement assez spécifique de la discipline, c'est-à-dire c'est courir pour faire simple parce que c'est souvent la réathlétisation, sauf pour par exemple la luxation de l'épaule ou des choses comme ça. Sinon, on fait souvent des réathlétisations parce qu'on a des soucis aux membres inférieurs et donc forcément il va y avoir de la course à faire, d'abord sans changement d'appui, après avec changement d'appui, après avec contact, parfois avec engin ou pas, si l'athlète utilise un ballon ou une raquette ou je ne sais quoi d'autre, etc. etc. Donc voilà ce que j'appelle le reconditionnement à l'effort. Après, il y a d'autres thèmes que j'utilise, d'autres axes de travail à un degré moindre, mais tout dépend en fait de l'état de l'athlète. C'est la motricité, c'est la mobilité articulaire et la mobilité globale, et également l'aspect mental. Et c'est surtout là-dessus en fait que je vais tendre et que je vais travailler de plus en plus prochainement en fait. D'accord. Bon, on en parlera peut-être dans un prochain podcast des méthodes innovantes. Alors pour compléter ton discours, en ce qui me concerne, les axes de travail, je vais faire beaucoup plus court que toi. Les axes de travail se limitent en plusieurs points. Je ne les cite pas par ordre d'importance parce qu'on peut difficilement faire l'un puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Souvent, ça se fait quand même simultanément avec une dominante sur l'un ou sur l'autre. Donc je résume. Les grands axes pour moi, c'est récupérer une qualité des tissus mous correcte. On se rend compte que les blessures engendrent souvent des adhérences. Donc ça, avec ou sans le staff médical, il faut gérer le retour à une qualité musculaire correcte. Premier point. Second point, il faut récupérer effectivement la mobilité. Une blessure entraîne immanquablement des raccourcissements musculaires. Donc il faudra récupérer cette mobilité. Troisième point, il faut bien sûr aussi, c'est évident, récupérer la force des muscles qui en ont perdu, tout simplement. Et quatrième point, c'est vrai que c'est le plus connu, c'est la proprioception. Souvent, on se rend compte que le schéma corporel, il est modifié par une blessure. Alors pourquoi il est modifié? Ça, les scientifiques nous le diront. Les hypothèses qu'on peut mettre en avant, c'est que quand tu as des lésions, par exemple une cicatrice après une opération, ça entraîne ça abîme par exemple tous les récepteurs proprioceptifs de la zone. Donc si les récepteurs proprioceptifs sont abîmés, le schéma corporel il est moins précis puisque la réception est moins bonne. Ça, c'est une hypothèse, je ne sais pas si elle est validée scientifiquement. Ce qui est sûr, c'est que il y a un déficit proprioceptif qui s'installe très souvent suite à la blessure. Donc je résume, en ce qui me concerne, qualité des tissus mous, mobilité, force, proprioception. Et sans ordre d'importance, quand même, souvent on fait les 4 à la fois, mais récupérer une bonne qualité des tissus mous, c'est bien avant de commencer tout le reste. Et ça facilite tout le reste. Voilà. D'accord. Alors, question suivante. Alors du coup, je me demande si on n'a pas répondu. En même temps, la démarche de travail. Qu'est-ce que tu compléterais toi sur la démarche que tu n'as pas dit? Pas grand. En fait, c'est une démarche de terrain. En fait, qui est une démarche classique en fait qu'on peut également utiliser quand on veut entraîner d'un point de vue de la performance. C'est-à-dire que quand on est face à un sportif qui revient de blessure, pour moi il y a des fondamentaux à faire, qui reviennent sous la forme du bon sens en fait.
Et ces fondamentaux, c'est tout d'abord l'analyse de la blessure. Il est absolument, pour moi, impensable qu'un préparateur physique s'occupe d'un athlète qui a été blessé sans avoir analysé ce que c'est que cette blessure-là et comment est-ce qu'on peut pallier à cette blessure-là d'un point de vue physique. Ensuite, il faut bien entendu s'entretenir avec l'athlète, c'est obligatoire pour savoir où est-ce qu'il en est moralement, mentalement et puis et psychologiquement comment il a enduré sa période de convalescence qui peut être plus ou moins longue selon la blessure. Ensuite, il faut obligatoirement faire une analyse de la discipline, chose que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le kinésithérapeute, lui, n'est pas forcément obligé de le faire. Par contre, le préparateur physique, il est obligé puisque sur la fin de la réathlétisation, il a une obligation de spécificité. Enfin, il faut faire des tests physiques, des tests de posture, des tests sur le terrain, des tests de force également, de tout ça, pour voir où en est l'athlète physiquement. Une fois qu'on a fait ça, et bien entendu, comme tout entraînement, il faut faire une planification coordonnée, où là, en mon sens, il sera très difficile de faire des séances. La planification, on peut la faire, mais par contre, de faire le cœur de chaque séance sur toute la durée de la phase de réathlétisation, ça me semble extrêmement difficile d'aller plus loin que d'une semaine sur l'autre, parce qu'en fonction de ce qui va se passer pendant les séances d'une semaine, eh bien la semaine X+1, la semaine +1, eh bien ces séances-là seront, en mon sens, modifiées, voire totalement à mettre à la poubelle, et il va falloir peut-être en mettre d'autres. Peut-être que l'athlète va progresser plus vite que prévu, peut-être qu'il va justement avoir des imprévus parce que il va avoir peut-être une douleur quelque part ou une fatigue quelque part, parce qu'il faut pas oublier qu'il n'aura pas pratiqué pendant peut-être un petit moment. Donc du coup, c'est très difficile. Enfin, pour moi, j'ai déjà essayé de faire des séances pendant 3-4 semaines pour avoir de l'avance, et en fait ce n'est absolument pas possible. Donc je réagis d'une semaine sur une autre, voire parfois peut-être même parfois dans l'instant, parce que on voit bien que ça coince au niveau de l'athlète sur des exercices à effectuer. Donc après, il faut toujours modifier et moduler les volumes et les intensités, les temps d'effort, les temps de récup en fonction du ressenti de l'athlète. Et enfin, pour terminer, quelque chose de très important, c'est la remédiation, c'est obligatoire. Il faut obligatoirement que le préparateur physique s'adapte au progrès de l'athlète, et quand on fait une réathlétisation, c'est même plus que de la personnalisation du programme, c'est de l'ultra personnalisation, parce que je pense qu'en bon sens, on peut pas faire mieux comme aspect de personnalisation de programme de préparation physique quand on est face à un athlète qui est blessé, quand on lui fait faire de la réathlétisation. Pour moi, c'est encore plus personnalisé que la performance, parce qu'il faut qu'il revienne vraiment à son niveau, il faut qu'il soit vraiment très haut en fonction du niveau de départ de l'athlète pré-blessure, et donc ça prend du temps, et il faut que ce soit absolument personnalisé, et il faut être beaucoup à l'écoute de l'athlète. Et j'ai eu la chance, parmi les 15 contrats que j'ai eu en un an, que j'en ai eu très peu qui se sont chevauchés, parce que sinon ça aurait été difficile d'être à l'écoute de tout le monde. Donc voilà. Très bien. Justement, dernière question, en parlant de tes 15 contrats, parce que on me pose souvent la question où la réathlétisation, dans l'esprit des étudiants ou des collègues qui débutent, c'est un peu un service de luxe que les professionnels ont à leur disposition, mais le tout venant, ou l'athlète qui n'est pas forcément de haut niveau, il a ni les moyens ni le temps de rentrer dans une réathlétisation. Justement, d'un point de vue financier, toi, est-ce que tu dirais que ces contrats-là sont réservés à des gens qui ont des moyens financiers suffisants, ou au contraire c'est plus démocratisable qu'on le croit? Mais c'est carrément c'est démocratisable, surtout en fait à distance. C'est vrai que cette année, depuis donc les 15 contrats, je sais pas combien j'en ai eu à distance et sur place, c'est peut-être la moitié. Et au tout départ, j'ai été très sceptique sur cette histoire de réathlétisation à distance, parce que c'est très difficile à faire quand on n'est pas là. Il vaut mieux que l'encadrant il vaut mieux que le préparateur physique soit avec l'athlète. Mais il n'empêche que ça se fait, et ça se fait très bien. Alors bien entendu, après il faut utiliser d'autres outils. Il faut utiliser des outils mentaux pour savoir comment est l'athlète qu'on verra peut-être jamais. Et moi, il y a des athlètes que je verrai certainement jamais, que je me suis occupé, que je m'occupe encore, et puis il faut dresser un profil psychologique en fait de l'athlète au tout départ de la prise en charge, et puis ensuite très régulièrement il faut le questionner sur sa forme. Donc moi j'utilise un petit outil également qui est basé sur le système RPE, l'échelle de perception de l'effort, et je juge et je jauge les charges de travail grâce à ça, grâce au ressenti de l'athlète. Je fonctionne de plus en plus avec des marqueurs subjectifs, et on se rend compte que c'est de plus en plus fin, beaucoup plus
fin que ce que ça a l'air. Et en fait, si ça se fait carrément. Alors bien entendu, la prise en charge sur place coûte plus cher, cela va de soi, puisqu'on paye à la séance ou on paye un global qui est beaucoup plus onéreux, puisqu'il y a du travail, parce qu'il y a le travail, mais il y a la présence du préparateur physique, il y a son matériel, il y a le temps de présence, il y a parfois le déplacement. Donc forcément, une réathlétisation sur place coûte beaucoup plus cher. Mais à distance, c'est abordable. C'est abordable pour tout le monde. Ça peut être aussi cher qu'un abonnement dans une salle de musculation. Tout dépend du nombre de séances que vous avez à faire. Tout dépend de l'autonomie également de l'athlète. Il est hors de question de faire une phase de réathlétisation à distance avec un joueur ou une joueuse qui a eu une blessure et qui a 15 ans, parce que si lui il n'a jamais fait de musculation ou s'il n'est pas capable d'être autonome, et à 15 ans on est rarement autonome sportivement parlant, voire même dans tous les secteurs d'ailleurs on n'est pas très autonome. Conclusion, c'est très difficile. Mais sinon oui, moi de toute façon j'ai fait de la réathlétisation pour des sportifs de haut niveau et je fais également de la réathlétisation pour des sportifs amateurs. Et au niveau des contrats, ça doit être 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de sportifs de haut niveau et 1 tiers de sportifs amateurs. Donc c'est abordable pour tout le monde. Il y a vraiment aucun souci. Il suffit d'avoir un minimum d'autonomie et ça se fait très bien. C'est vraiment pas un souci. Allez, petite question subsidiaire et puis on va arrêter là puisque je vois que le chrono passe. Ça se passe bien la collaboration avec les staffs techniques des équipes présentes? Parce que peut-être que tu récupères un athlète en réathlétisation qui fait partie d'une équipe ou avec son préparateur physique. Alors, ça peut paraître délicat. Est-ce que tu as d'abord eu ce cas de figure ou pas? Alors oui, j'ai déjà eu ce cas de figure, donc actuellement je ne l'ai pas, mais j'ai déjà eu ce cas de figure, mais ça se passe bien parce que, par exemple l'année dernière quand j'étais préparateur physique au Nantes Rosé Basket, eh bien dans cette équipe-là, dans l'équipe professionnelle, il y avait, donc moi je faisais pas que la réathlétisation, je développais également des qualités athlétiques pour les basketteuses, et bien parmi l'effectif, il y avait 2 joueuses qui avaient leur propre préparateur physique personnel, et elles emmenaient leur propre fiche à elles sur les séances qui étaient réservées pour faire de la préparation physique, et moi ça me pesait pas de souci. Et pour l'instant j'ai eu ce cas de figure 2-3 fois et de toute façon j'ai contacté le kinésithérapeute déjà parce que c'est quand même important pour savoir ce qu'il a fait pour pas forcément faire la même chose, mais pour avoir un avis médical sur l'état de l'athlète, et puis le préparateur physique également pour lui tenir au courant de comment moi j'allais fonctionner. Et pour l'instant j'ai pas eu trop de soucis de ce point de vue-là, mais j'ai eu très peu de cas, ça a dû arriver 2 ou 3 fois seulement. La plupart du temps, les gens n'ont pas de préparateur physique à l'origine, donc la question se pose pas. Mais là, sur les 2-3 fois que c'est arrivé, il n'y a pas eu de souci majeur. Enfin, non, on m'a pas ennuyé du tout, donc ça s'est bien passé. Donc tant mieux. Après, je dis pas que ça arrivera jamais, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci, Mickaël, pour ton temps. Et puis j'espère que ce podcast plaira à nos collègues. Je vous dis à bientôt. Et vous pouvez retrouver Mickaël sur son site prépaphysique.fr. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.